Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir déjà si vous êtes dans la soirée et bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité en ce 20 septembre 2023. C'est un énorme plaisir que vous nous faites en nous faisant confiance d'être là, de partager les directs, de surtout mettre les commentaires et surtout de propager le message de la fraternité. Et nous saluons tous ceux et toutes celles qui nous font confiance. Et déjà pour commencer, je salue le Chao Sissé Loseni. Je salue notre Chao Kevin Kwasi. Je salue notre Chao Touré Vier. Je salue notre mère bien-aimée Awa Tapsoba. Je salue la mère princesse Minignan Sissé. Je salue aussi notre Chao Adama Aïdara. Je salue Soumaoro Karamoko. Je salue notre grand maître, le grand prêtre Paul Dansou. Sans oublier notre mère bien-aimée, excellentissime, Adja Sila Kadiatou. Et je salue aussi notre père bien-aimé, Rui de Kerensky. Mesdames et messieurs, nous sommes, comme je le disais, en date du 20 septembre 2023. Et nous ferons, comme je le dis, tout ce que nous pouvons pour essayer de nous rapprocher de la vérité. Puisque personne ne peut se targuer d'avoir la vérité absolue. Nous allons toujours essayer, du mieux que nous pourrions, d'être proches de la vérité pour rester des hommes et des femmes dignes. On va aujourd'hui aborder 6 thématiques. C'est inhabituel, ça sera long, mais je vais me faire des commentaires assez brefs pour ne pas perdre le temps parce qu'il y a des gens qui veulent parler. Et le premier sujet concerne le Cameroun. Et l'article a pour titre « Sodome et Gomorrhe moderne. La délinquance morale et sociale au Cameroun. Mon pays est devenu un territoire de dépravation morale et de déliquescence des mœurs. Au lieu d'une rivière de crevettes, jadis plutôt, j'ai plus l'impression que nous sommes en train de retourner à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Le Cameroun est devenu un territoire de sodomie généralisée parce que non seulement l'homosexualité a désormais pignon sur rue, mais les pratiques sexuelles entre hétérosexuels sont dorénavant de moins en moins orthodoxes. On a les partous, les gangbangs, les fist fuckings et que sais-je encore. On a les gadgets sexuels et les poupées gonflables qui se vendent comme des petits pains et pourtant ils coûtent généralement une fortune. La rivière de crevettes que les Portugais avaient découverte autrefois est devenu un territoire de dévergondage sexuel et de perversité générale et généralisée. La prostitution de rue s'affiche à tous les carrefours et la vente de piments se fait dans les milieux publics en plein jour, c'est-à-dire avoir le sexe ou faire du sexe en pleine journée et ce sur les lieux publics ou encore sur les réseaux sociaux à longueur de journaux. Les hommes et les femmes du Cameroun pratiquent la sodomie entre eux pour des raisons émotionnelles ou bien financières, ou alors pour accéder à des nominations ou à des postes de pouvoir. Lorsque nous ne versons pas tout simplement dans les incestes, les viols, la pédophilie envers les petits garçons ou bien les petites filles, et etc. Les Camerounais sont devenus une population de violence, d'extrême violence même, je dirais.
Les Camerounais sont devenus un peuple de sanguinaires. Nous aimons voir le sang. Nous aimons le faire couler. Nous aimons la sauvagerie, à la limite de l'animalité. Bref, nous sommes pratiquement déjà en train de retourner à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Les Camerounais sont des masochistes également. Ils aiment se complaire à la souffrance. D'ailleurs, il y a une sorte de fascination dans leur regard lorsqu'ils se mettent à inventorier la liste de leurs mésaventures. Les jeunes Camerounais et Camerounaises poignardent leurs enseignants dans la cour de l'école et les hommes camerounais assassinent leurs compagnes à la suite d'une dispute conjugale ou certaines déceptions amoureuses. On photographie tranquillement les victimes de la route à la suite d'un accident mortel. Au Cameroun, on lynche les voleurs de bouteilles de gaz en public. On exécute les journalistes trop peu curieux après leur avoir administré une inimaginable torture. Et puis, nous supportons une dictature depuis plus de 60 ans. Nous nous plaignons des prix sur le marché qui ont considérablement amenuisé notre pouvoir d'achat. Mais nous ne revendiquons jamais rien en commun. Nous subissons notre pauvreté en silence. Nous souffrons, nous les Camerounais, dans un environnement rempli d'hostilité et de décès précaires. Mais nous nous consolons à travers les pseudo-concepts qui ont systématiquement trait à la résilience. Et puis, nous sommes dans un pays de corruption. Entre 1997 et 1998, le Cameroun avait remporté la Palme d'Or de la corruption à l'échelle internationale, suivant les critères très sérieux du Transparency International. Et depuis lors, nous nous attelons méticuleusement à conserver au moins notre place sur le podium. Au Cameroun, les dignitaires du régime volent notre argent public en plein jour. Ils ne se contentent plus de quelques centaines de millions de francs CFA, ils pillent dorénavant en milliards. L'impunité caractéristique de notre paradigme social les y encourage implicitement, puisque les plus grands prévaricateurs ne risquent presque rien. Car dans un pays où le SMIC n'atteint même pas les 100 €, on a des simples agents de douane ou des impôts qui touchent seulement 85 000 francs CFA par mois, mais qui roulent en carrosse. Ils se font construire des châteaux, des parvis, des terrasses avec vue sur l'océan, des palaces, des milliers d'hectares de plantations, etc. Les scandales du Can Gate ou de la Covid Gate n'y ont rien fait. Les vols des deniers publics continuent de s'amonceler. On a englouti des centaines de milliards dans le stade Olembe qui n'a toujours pas été réceptionné. Et finalement, ce détournement massif n'intéresse aucun Camerounais. La Cour des comptes rend ses comptes au même titre que la Chambre des comptes. Mais leurs rapports accusateurs sont bien souvent enfoncés au fin fond de certains tiroirs. Car la réalité au Cameroun est bien claire. C'est que tout le monde, c'est-à-dire les Camerounais et l'homme ordinaire en particulier, a même le droit de piller la fortune de l'État comme bon lui semble, mais à condition qu'il ne cherche pas à viser le strapotin de Ngomna, qui est situé là-bas à Yaoundé au quartier Etoudi. La déliquescence des mœurs, l'irresponsabilité de notre parentalité, l'absence d'éducation civique et même de bonnes mœurs. Les gens qui vivent au Cameroun sont les Camerounais. Ils ont perdu tout sens éthique et même tout esprit critique, car presque toutes les principales valeurs ont été dévoyées dans ce pays. Les enseignants sont des zéros, Z-E-R-O-S, tandis que les influenceuses ou les influenceuses sont devenues des héroïnes. Les rues sont jonchées d'ordures et les espaces publics ne proposent pas de toilettes adéquates pour leurs nombreux usagers. Nos petites filles et même les grandes ne vivent plus que pour la rotondité de leurs seins et de leurs fesses.
Les hommes sont devenus des pervers. Et quand ils vieillissent, ils deviennent des sugar daddies. Comme mon meilleur ami Pierre Lapay Ndame. Les femmes commencent les avortements dès la classe de 4e, à l'âge de 15 ans ou 16 ans. On se bagarre dans la rue pour un oui ou pour un non. On s'éduque par téléphone interconnecté interposé. Des jeunes adolescents se rassemblent en bande organisée pour semer la terreur dans la ville de Douala et constituer ce que l'on appelle les microbes. Parfois, les garçons du quartier s'organisent pour aller batailler avec les garçons d'autres quartiers à travers ce que l'on appelle ici les retours entre guillemets. Les benskinners, sachez que ce sont les mototaxis, eux, roulent sur la route à contresens. Ils ne respectent ni les feux de signalisation, encore moins la police. Et ils finissent généralement leur parcours sous les roues d'un camion. Tout le monde insulte tout le monde. Tout le monde méprise tout le monde. D'ailleurs, si tu fais l'erreur de vouloir redresser le comportement d'un enfant turbulent au quartier, il va te rappeler que mouf mouf, tu n'es pas mon père. Donc, le Cameroun, mon pays, est devenu un territoire de dépravation mentale et de la délinquance de nos mœurs. Et au lieu d'une Rio de Camões, j'ai plutôt l'impression, ça c'est le premier nom du Cameroun, Rio de Camões, voilà, c'est en portugais. C'était ça le premier nom. C'est ce qui est devenu Cameroun. Ils ont laissé Rio dos pour prendre Camões qui est devenu Cameroun en français. Et donc on continue. Au lieu d'une Rio dos Camões, j'ai plutôt l'impression que nous sommes définitivement retournés à l'époque de Sodome et de Gomorrhe. Rivière de serpents. Car le Cameroun est dorénavant un margot de crocodiles, un troupeau de loups affamés où tout le monde essaie de profiter des autres, même lorsque cela les conduira inéluctablement vers le cimetière. Rivière de crevettes, nous étions un pays sage au départ, avec des nationalistes et des valeurs morales inébranlables. Mais désormais, les Camerounais habitent dans leur propre pays comme s'ils y étaient en transit. Le Cameroun est devenu une société en totale déliquescence, un territoire de non-droit où règne définitivement la sodomie. Parce que nous n'avons plus de bonnes mœurs, nous n'avons plus de modèles sociaux et nous n'avons plus de véritables effigies qui doivent nous servir de repères. Nous avons perdu le patriotisme et la vertu. D'ailleurs, nous n'avons jamais développé un appétit intellectuel pour notre propre histoire. Nous vivons dans un désordre absolu. Nous naviguons à vue et nous nous réfugions systématiquement dans les alcools et dans la sexualité désorganisée. Bref, bienvenue dans le Sodome et Gomorrhe des temps modernes. Et donc, après un tel descriptif, nous sommes très heureux de dire au Cameroun qu'avec toute la litanie de problèmes que nous venons de signaler, nous attendons que les Camerounais règlent d'abord leurs problèmes avant de s'ériger ou de s'octroyer le titre d'être des modèles ou des références intellectuelles. Quand on vient de vous citer toutes ces calamités-là, je me demande aujourd'hui, ce n'est donc pas une erreur que Nathalie, que c'est sa jambe qu'elle prend pour impressionner. Ça ne m'étonne pas qu'on ait des soi-disant intellectuels mercenaires comme Frankie de Bamenda et bien d'autres malheureux qui se prennent pour des intellectuels comme Badaboum sur des chaînes de télévision pirates et je dirais même extrêmement toxiques comme Africa Media et bien d'autres. Mesdames et messieurs, vous voici présenter le Cameroun avec toute cette art, avec toutes ses iniquités, avec tout son désordre social, mais surtout son absolue iniquité et sa persistance dans le bas astral. Et c'est ceux-là qui veulent, avec une forte gueule, dire qu'eux peuvent donner des modèles à quelqu'un, alors que leur pays est un enfer sur la terre, qu'ils cherchent d'abord à balayer devant leur porte, avant de chercher à se penser être des intellectuels ou des donneurs de leçons. Sujet numéro 2. Et là, c'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, mais qui tend à devenir le pays des hommes désintégrés. Et donc, le sujet a pour titre « L'huile de vidange revendue dans les boutiques
en huile alimentaire. Le titre dit que huile de vidange qu'on met dans la voiture, les motos là, tellement c'est chaud au Burkina là, ils prennent ça maintenant, ils transforment et puis on vend ça comme huile du nord de boutique là, et puis les gens prennent pour griller à locaux poisson et puis mangent. Face au risque des maladies, dont le cancer, le ministère de la Santé a exhorté les citoyens à dénoncer au plus 226 25 37 32 32 les éventuels commerçants qui s'adonneraient à la transformation d'huile de vidange en huile alimentaire, mais également ceux qui utiliseraient du formol pour conserver le poisson. On dit là-bas encore, ils prennent le poisson là, c'est une zone sahélienne. Quand ils ont un seul poisson là, on pique ça. Ce qu'on prend pour conserver les cadavres là, formol là, on pique poisson là avec ça pour que le poisson n'a qu'à durer. Parce que si ça pourrit là, il faut attendre l'année prochaine pour avoir encore un autre poisson. L'Agence nationale pour la sécurité sanitaire, de l'environnement et de l'alimentation, du travail et des produits de santé, en abrégé ANSEAT, dit avoir été saisie à propos des suspicions relatives à la présence sur le marché burkinabé d'huile alimentaire produite à partir de la transformation d'huile de vidange des moteurs, lit-on dans un communiqué parvenu à l'AIB le lundi. Selon l'ex-Laboratoire national de santé publique, les individus utiliseraient également du formol pour le transport et la conservation du poisson, afin de suppléer à des dispositions de froid défaillants ou inexistants. C'est que le cyclone disait, il n'y a pas frigo là-bas. Donc, ce formol, ils prennent pour piquer dans le poisson. Selon l'ANSEAT, la consommation de l'huile incriminée entraîne des maladies cancérigènes et la consommation des poissons contaminés au formol présente des risques de santé pour les populations. En attendant de vérifier la véracité de ces suspicions, l'agence dirigée par le professeur Elie Cabré a exhorté les citoyens à joindre le plus 226 25 37 2 x 32 pour dénoncer les éventuels commerçants qui s'adonneraient à ces genres de pratiques. Mesdames et messieurs, c'est un article simple. Mais tout ça là, quand on a créé les conditions du malheur dans son propre pays, voilà ce qui arrive finalement. S'il n'y avait pas eu le coup d'État, s'il n'y avait pas eu une succession d'idiots qui veulent juste venir au pouvoir pour juste être au pouvoir, nous ne serions pas avec un tel état de fait. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un enchaînement de situations très malheureuses au Burkina. Et ce sont ces situations-là qui conduisent les Burkinabés aujourd'hui à un tel état de fait. À partir du moment où les Burkinabés ont eux-mêmes crié qu'ils veulent la révolution, ils devraient savoir aussi que c'est avec des hommes incapables. Donc, ils voulaient le désordre. Et une fois que le désordre s'installe, le désordre, c'est ce qui va dicter maintenant votre vie. Et donc, voilà aujourd'hui, c'est huile de vidange, vous prenez, vous raffinez ça pour prendre ça comme huile de table. Ce que je dis là, on va dire que peut-être je mens. C'est pourquoi j'ai mis le lien. Et donc, on vous souhaite bonne chance, surtout qu'après la révolution, on prendra le soin de compter combien de Burkinabés restent. Le problème du Burkina, ce n'est pas la population, ce sont les idiots comme Ibrahim Traoré, qui, contrairement à ce que beaucoup ne savaient pas, quand ils sont là en Russie, là, je vais expliquer ça aujourd'hui un peu. Ce que vous avez vu, où il a demandé les céréales et autres, c'était la phase visible d'un plan. En réalité, c'est que Ibrahim a demandé après, parce qu'il ne sait pas que lui-même il est infiltré, il a demandé suffisamment d'armes. Il a demandé suffisamment d'armes pour constituer un arsenal de guerre pour aider la Russie à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré là, c'est de lui que je parle. Et c'est pourquoi il jouait les intéressants avec Poutine. Il sautait comme le chiot de compagnon de Poutine. Alors qu'en réalité, ce varan-là, avec une gueule déchirée à l'envers, a une haine terrible pour la Côte d'Ivoire. Et donc, son souhait, c'était que Poutine puisse lui déverser des armes. Et donc, l'histoire du blé, ou bien des céréales, n'était qu'une distraction. Mais en réalité, cette fantasmagorie et toute cette masturbation qu'il faisait, l'intention était de frapper dans l'œil de Poutine, Vladimirovitch,
afin que celui-ci dise, voilà un vrai combattant sur qui je peux compter pour déverser des armes. Mais, cher chien d'Ibrahim Traoré, toi, ta queue là, on va mettre ça dans le feu d'abord. Et puis on va enlever les poils là, et puis couper ça par la racine. Tu ne vas pas regretter, imbécile heureux que tu es. Et donc on va progresser. En temps, les Burkinabés, voilà votre belle vie. C'est ça la vie de la révolution. Quand on veut mener une révolution là, sachez qu'il y a un prix à payer. Et après, essayez de les voir partout en train de se disperser. Mais si votre pays se porte bien, il n'y a pas d'Ivoiriens réfugiés quelque part. Si vous êtes digne dans votre révolution, faites-la, restez chez vous. Et après, on va dire vraiment, vous avez tellement bien réussi, on va vous prendre un exemple. Mais entre-temps, laissez-nous autres être les sous-préfets de la France. Et j'étais très content quand le fils de l'ancien marchand d'esclaves, parce que l'arrière-grand-père de Kémy Séba, c'était un commerçant d'esclaves à partir des côtes du Dahomey. Et donc, ce n'est pas surprenant aujourd'hui que son arrière-petit-fils vienne aujourd'hui être le porte-hypota des Russes pour essayer d'hypothéquer l'avenir des Africains. J'ai écouté sa dernière vidéo où, certainement vous l'avez écouté, il accusait le président Ouattara, mais quand on sait lire entre les lignes, ce n'est pas ça le plus important pour nous. Tout le monde sait que Ouattara est le sous-préfet de la France. Nous, on n'a pas dit non. Nous, on aime ça. Nous-mêmes là, quand vous dites qu'on est sous-préfet de France, là, nous, on aime. Ça nous plaît. Mais que le sous-préfet, quand le sous-préfet maintenant te donne l'ordre là, donc maintenant là, Alassane Ouattara a donné ordre à Patrick Talon de te faire arrêter. Mais ce qui est intéressant là, le sous-préfet là, lui donne ordre au chef coutumier ou au chef des cantons. Donc la Patrick Talon là, lui n'est même pas sous-préfet, hein, il est chef des cantons. C'est pourquoi le sous-préfet a pu lui donner ordre. Donc ça veut dire encore que nous, on est encore mieux. Et nous, on aime notre rôle là. Nous, on trouve encore quelqu'un qui on peut donner l'ordre. Ça veut dire que Patrick Talon est un irresponsable, un homme qui se fait dicter la conduite à tenir. Mais ce qui m'a le plus plu dans la vidéo, au-delà de ce que je viens d'évoquer, c'est qu'il a menacé Patrick Talon. Si vous suivez très bien la vidéo, le demi-cerbère, Kémy Séba, moi je tremble pour appeler ça demi-cerbère. Cerbère, c'est un chien qui garde les enfers. Et comme il n'est pas suffisamment courageux pour reconnaître qu'il est un malfaiteur, donc je l'appelle demi-cerbère. Donc il est le chien en version demi-gardien de l'enfer. Madame Blanc sait de quoi je parle. Et dans la vidéo, vous verrez, il dit plus jamais. Il le dit en vrai garçon. Il menace Patrick Talon. Et là, quand j'ai vu la vidéo, j'étais l'homme le plus heureux. J'ai dit Dieu merci. Patrick Talon, quand tu le recevais au palais de la Marina, tu te cachais, tu pensais qu'on ne savait pas. Les deals, les facilités que tu lui faisais, tu pensais qu'on ne savait pas. Maintenant, le chien que tu as laissé dans le quartier, et tu n'as pas essayé de soigner sa rage, parce qu'il piquait les voisins. Le chien là vient de te menacer maintenant dans le quartier. Il dit, toi-même, mon maître là, plus jamais tu vas te permettre de faire ça. Sinon, tu verras. Mais ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas la menace du demi-cerbère. C'est qu'on ne menace jamais une autorité. Tu peux critiquer une autorité. Tu peux faire une proposition. Elle peut l'accepter. Mais que tu sois ami ou ennemi d'une autorité, quand tu critiques une autorité, un homme du pouvoir, un homme qui a le pouvoir, c'est qu'il y a un parmi vous qui va disparaître. Et oui, ça, je vous dis ça. Kémy Séba, là, à travers la dernière vidéo qu'il vient de faire, là, on va maintenant voir si c'est Patrick Talon qui est au pouvoir. Le pouvoir suppose la force. Ou bien si c'est lui Kémy. Parce que dans sa vidéo, il ne le dit pas, mais pour ceux qui comprennent, il veut dire que si d'aventure, Patrick Talon et sa bande essaient ne serait-ce que de l'intimider encore, il va leur faire ce qu'ils ont fait au Burkina, ce qu'ils ont fait au Mali, ce qu'ils ont fait dans bien d'autres pays. Et je crois que s'il y a des intellectuels et des hommes au pouvoir au Bénin, les jours de Kémy Séba sont comptés. Et de la même manière qu'il a quitté le Sénégal, il risque de quitter le Bénin dans ces mêmes conditions-là. Et le plus intéressant, quand il quitte, c'est avec son passeport français. Non, vous ne pouvez rien me faire parce que je suis citoyen français. Quelle honte!
Sujet numéro 3. Économie. En raison d'un manque de ressources, l'État veut résilier les contrats dans la fonction publique. Ça, maintenant, on est au Niger. On est dans les pays qui font la révolution parce qu'il faut donner les exemples. Ceux qui disent on ne mange pas en Côte d'Ivoire, on souffre, il y a la dictature. Là où il n'y a pas de dictature, là où les gens mangent là. Vous voyez que je suis en train de vous montrer les détails de ces pays-là. J'ai commencé par le Cameroun, après on est arrivé au Burkina, après maintenant on va arriver au Niger. Selon 2 courriers administratifs analysés par les Échos du Niger, il apparaît que le CNSP, ça veut dire les Tiani et puis les maudits là, songe à réévaluer la situation de 75 000 contractuels que compte actuellement la fonction publique du Niger. Le premier courrier émane du ministère délégué à l'économie et s'adresse au ministère de la fonction publique. Dans ce document, on peut lire qu'annuellement, la masse salariale des contractuels de la fonction publique s'élève à 11,5 milliards de francs CFA par an. Si jusque-là, l'État nigérien a pu faire face à ses obligations, les choses sont désormais un peu compliquées. Ainsi, le courrier évoque, et je cite, la situation financière actuelle, caractérisée par des sanctions imposées par les organisations régionales et internationales, entravant la mobilisation des ressources d'une part et dans l'objectif de rationalisation des dépenses publiques voulues par les nouvelles autorités d'autre part. Ces raisons justifient, selon le CNSP, une résiliation des contrats de louage des services des agents contractuels non nécessaires des différents services de l'État. Ceci est clairement indiqué dans le second courrier adressé par le ministère de la fonction publique à l'ensemble des ministères. Celui-ci demande au ministre d'établir une liste pour, et je cite, proposer le maintien des agents contractuels qui sont essentiels au fonctionnement de leurs différents services et aussi surtout la résiliation de ceux qui présentent un caractère non essentiel selon les textes en vigueur dans la fonction publique. Cette mesure intervient dans un contexte économique difficile et ne sera pas du tout une évidence bien accueillie par les agents contractuels concernés. Le gouvernement devra trouver des formules pour maintenir la cohésion sociale en cette période trouble. Et comme on le dit, quand tu dis quelque chose, il faut être capable de mettre le lien. Et donc, vous me permettrez de mettre le lien aussi. Et donc, voilà un pays, parce que les autres ont fait un coup d'État, eux aussi se sont levés un matin et disent, bon, nous aussi on va faire notre coup d'État, on va voir ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de problème, ils ont fait le coup d'État. Et ils se rendent compte aujourd'hui, maintenant, qu'après le coup d'État, un pays pauvre et parmi les plus misérables de la terre, ils ont besoin du monde entier. Parce que le Niger en particulier vit carrément de l'aide internationale. Et donc, dans un premier temps, ce sont les Assimi Goïta qui sont leurs conseillers et leurs modèles. Et même ils disent, faites votre coup d'État, vous pouvez compter sur le Mali, on va vous apporter à manger à le Burkina là. Vous n'avez pas encore fini votre huile de vidange, c'est vous qui prenez des cargos pour aller nourrir le Niger. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans un premier temps, quand ils ont fait le coup d'État là, Assimi leur a dit, quand on fait coup d'État là, il faut prendre l'argent du public là pour corrompre certains éléments qui sont des éléments trouble-fête de la société civile. Quand tu arrives à faire ça, comme effectivement le soleil a grillé leur cerveau de Sahéliens, ils ont tout gobé. Et donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peu d'argent qu'ils ont là-bas, dans leur caisse, ils ont pris ça, ils ont corrompu certains militaires et après, certains éléments de la société civile. 2 semaines après, il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Ils s'en vont trouver le directeur de la BCAO. Ils lui disent, il y a 85 milliards ici là. C'est pour le Niger. On est venu, on veut prendre. Le directeur dit, bon attendez, on va voir. Le directeur a appelé Dakar. Ils ont fermé, parce qu'on peut fermer à distance. Ils ont fermé à distance le coffre. Il dit, donc c'est ce que tu as fait. Le gars dit, ah, c'est ce que je devrais faire. Actuellement, là, ils sont en prison, à la prison centrale de Niamey. Actuellement, là, ils n'ont plus de jetons. Ceux qui leur avaient promis nourriture, eux-mêmes, c'est huile de vidange, ils mangent actuellement, les Burkinabés. Ceux qui leur avaient promis la révolution,
Allez voir aujourd'hui l'état du Mali. Ils ont 2 avions qui sont tombés en l'espace de 48 heures. L'Azawad a bombardé un, il y a un même qui est tombé. Aujourd'hui, là, ils ont leur bateau, là, le seul bateau qui était sur le fleuve Niger, là, ils ont bombardé ça. Entre-temps, il y a 2 camps qui ont été pris à l'éré, 2 camps militaires. Sans compter que Gao et Tombouctou sont à feu à sang actuellement. Et donc, un premier détachement qui devrait aller aider au Niger, eux, ils ont été bombardés par les gens du GMIN et de l'État islamique. Plein de morts. Et donc, voilà l'état des lieux. Le Niger aujourd'hui, dans pain, comme diraient les Ivoiriens. Maintenant, quelle est la solution? Il n'y a pas d'argent. Ceux aussi sur qui pouvaient compter le Mali et le Burkina dans leur union, tout ce qu'ils ont promis n'ont pas eu. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a 75 000 fonctionnaires. On sait tous en Afrique que quand on me dit qu'il y en a un fonctionnaire, c'est au moins 4 personnes. C'est-à-dire lui-même, sa femme, et puis il a 2 enfants. C'est le minimum en Afrique. Sinon, en réalité, un fonctionnaire, c'est au moins 2 familles. C'est-à-dire lui-même, sa famille, et puis la famille de sa femme. Et donc, c'est pas moins de 20 personnes. Donc, il faut multiplier au minimum cette réalité dans le pays le plus misérable de la terre, qui est le Niger. Multiplier ça peut-être par 15 ou même par 20. Un fonctionnaire, c'est peut-être pour tout un village. Et maintenant, il dit comme on ne peut plus aller faire les braquages, on ne peut plus aller voler l'argent, on ne sait même plus ce qu'on va faire. Le Mali, le Burkina même, eux-mêmes, ils sont perdus dans le film. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Nous, les putschistes, là, on s'aime trop, on va faire beaucoup de temps et puis perdre. Moi, Tiani, par exemple, là, chaque semaine, on me donnait 5 millions comme argent de poche. Mais moi, maintenant que je suis venu me servir moi-même là, bon les gars, on va se servir. Hein. Mais c'est qu'on va faire là. Essayez de regarder. On va éliminer 75 000 fonctionnaires du Niger. On va leur dire que bon, vous, votre travail là, ça ne sert pas au gouvernement. Et puis on va les renvoyer. Là, comme ça, là, on aura 11 milliards 500 millions de francs CFA. On va se partager. Et puis on va prendre une partie de cet argent-là pour payer les ONG et puis corrompre les idiots qu'on fait sortir dans les rues là. Mais ce qui me plaît dans l'affaire, ce sont vous-même les mêmes chiens là qui étaient sortis pour dire « Vive la révolution! À bas la France! Vive la Russie! » Oh oh! Maintenant, voilà les conséquences. On vient de renvoyer le seul fonctionnaire du village. Tu vas plus avoir du pain. Tu n'auras plus ton bassin avec le lait des chameaux. Vous allez crever de faim comme des chiens. Quand tu réfléchis comme un animal, tout peut arriver. Vous qui aimez les révolutions, vous qui êtes là, grâce à vous, grâce à Tiani, tous les étudiants du Niger, du Mali et du Burkina, non pardon, du Niger, du Mali et du Burkina, on leur a envoyé un texte message simplement pour leur dire bon, vos visas là sont annulés. Ça aussi c'est une très bonne nouvelle. C'est ça aussi la révolution. Mais il y a toujours une solution. Vous pouvez aller en Russie. Maintenant, pour vos fonctionnaires là, ceux qui ont été renvoyés là, vous pouvez aller en Russie. Vous pouvez aller mieux vous former au métier de la révolution. Là, vous allez revenir. Ça sera encore très intéressant. Et donc, ça, la révolution, c'est une chose qui est très intéressante. La révolution, partout où elle s'est passée, les gens ont vécu dans le beurre. Les gens ont vécu comme dans le paradis. Et donc, actuellement, là, vous êtes très contents. Et ça, on vous souhaite bonne chance. Et on vous souhaite tous les malheurs. En temps, la Côte d'Ivoire, nous, on se porte très bien. D'abord, même là, souvent même là, chez nous au pays, même tellement les gens sont rassasiés, on cherche à inventer des trucs. Mais c'est bon. Quand les gens disent qu'on a faim, là, c'est très bon. Parce que quand c'est comme ça, ça va empêcher les Sahéliens de descendre en Côte d'Ivoire. Ceux qui, oh, on a faim. Toi, tu as faim, mais tu as pris d'Internet. Vrai là. Quelqu'un qui a vraiment faim, là, il peut prendre 500 francs pour mettre dans Internet, pour venir cogiter, puis faire émission. Est-ce que quand tu fais vidéo, là, c'est combien de trucs tu mets dedans? Quand tu fais vidéo, là, si tu n'as pas au moins 1 ou 2 gigas, tu ne peux pas. Il faut prendre le prix d'1 giga. Toi, tu as faim, tu es en train de mourir. Mais tu allais payer le prix de 2 gigas. Et puis, tu es venu t'asseoir. Et puis, tu as spéculé. Tu as philosophé même pour dire, tu as faim. C'est très bien. Continue à avoir faim. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est que en toute chose, quand tu sais l'apprécier, il y a du bon et du mauvais. Ça fait mal quand ils disent ce faux-là. Mais c'est intéressant parce que nos cousins qui sont dans l'Interland, qui sont en haut là, du Sahélistan là, ceux qui ont le cerveau grillé par le soleil, les nez coulants là, quand ils entendent ça, ils disent, on dit, parce qu'eux, ils appellent Côte d'Ivoire là. Ils n'appellent pas ça Côte d'Ivoire. Ils appellent ça Konowar, Kolowar.
C'est comme ça qu'ils appellent. Et les gens de Kolowar disent que, et même ils ont faim aussi. Oh. Donc, on va faire comment? On va faire comment? On va rester chez nous ici. Sinon, les gens de Kolowar, là, eux aussi, ils ont faim. Bande d'analphabètes. Bande de vilaines personnes que vous êtes. Bande de chiens errants que vous êtes. Ne cherchez pas à vous réveiller. Hein? Soyez des vers de terre. Voilà des gens qui représentent la honte de l'humanité sur la terre et qui se prennent pour des révolutionnaires. Mais vous n'allez pas regretter. Sujet numéro 4. Il y a notre père Amadou. Il y a notre père Amadou qui dit qu'il est là. Cher année, vous avez tous mes respects. Bonsoir à vous. Et donc, on continue. Tous ceux qui disent qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, là, vraiment, vous avez vraiment faim. Moi-même, je vous ai vu. Parce qu'ils ont Internet, ils ont tout. Et puis, pour eux, là, c'est par mois. Hein. Toi qui as faim, tu prends 25 000, tu t'en vas payer giga. Et puis, tu oublies que tu dois manger. Vraiment, Ouattara, il a travaillé. Mais c'est intéressant. Et donc, encore, au sujet numéro 4, on va parler de la monnaie unique. À cause des vauriens comme les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, là, on ne parle même plus de la monnaie unique. Le Ghana appelle à accélérer les efforts ouest-africains vers la création de l'éco. À travers ce titre seulement, voilà, Alassane Ouattara est en train d'avoir raison aujourd'hui. Je m'explique. Voyez-vous, le président actuel du Ghana, quand il est venu, il a trouvé une certaine embellie économique. Et il s'est dit, le Ghana, là, nous, on est trop devant maintenant. Nous, maintenant, là, on ne va même plus prendre crédit avec le FMI. Mais, un moment, là, l'argent du Ghana, là, même Tapette était devenu mieux que ça. Ah, ça va pas. Il s'est levé, il allait voir Alassane Ouattara. Il dit, grand, si tu ne m'aides pas là, c'est fini. J'ai dit, mon cul sera dehors. Il a pris la route, il est venu, c'est pas loin. Toujours moi, je vais au Ghana. Accra, c'est 20 minutes. Quand l'avion tourne un peu pour descendre, c'est ça qui fait 30 minutes. Il dit grand. C'est comme ça il appelle le président Ouattara. Il dit grand. Lui aussi, il parle anglais. Il dit yes. C'est le président Ouattara qui dit yes. Il dit il faut m'aider. Hein? Sinon, là, mon cul sera dehors. Alassane Ouattara lui dit what can I do for you? Il dit ah, il faut vraiment m'aider. Parce que ce que j'avais dit là, j'ai mangé mon totem. Aujourd'hui là, j'avais chié sur les blancs que je ne vais plus prendre crédit là. Les blancs n'ont rien dit, mais aujourd'hui là, si je me lève pour aller un coup comme ça là, ah, ils vont me tuer avec intérêt là. Donc là, je suis venu non seulement pour demander crédit, mais je vais te prendre comme garantie. Faut te mettre, tu attrapes ma main, on va aller demander pardon aux blancs. Et puis le président Ouattara répond, no worries, ça veut dire pas d'inquiétude. Et comme ça, on fait un budget de près de 100 milliards qui a été divisé en deux pour le Ghana. Le Ghana, les choses se stabilisent un peu. C'est là maintenant que les Ghanéens se rendent compte que le jeu que l'ancien président du Nigeria était en train de faire là, en réalité, on doit quitter dans ce problème d'anglophones et de francophones là. La monnaie unique là, on n'a qu'à faire ça. Ah, on n'a qu'à accélérer. Les Ghanéens disent aujourd'hui là, avec ce que nous on a vu, avec ce qu'on voit avec le Naira là, à faire de francs CFA là, puisqu'on a encore Alassane Ouattara, c'est un homme crédible et un homme fort là. Ah, on n'a qu'à essayer d'accélérer pour que l'éco là, je vous avais dit 2 ou 3 semaines, j'avais dit ça, vous n'avez pas prêté attention, que l'éco là, on risque de faire ça avec quelques pays. Si vous vous souvenez très bien, j'ai dit ça dans une vidéo. J'ai dit, on risque de faire l'éco avec les États qui sont capables et qui ont atteint le plan de convergence, et puis on va laisser tomber tous les canards boiteux. C'est à cela qu'on est en train d'aller. Et c'est ce que le Ghana, ils ont compris aujourd'hui, qu'au-delà de la géopolitique, au-delà des intérêts et des luttes politiques entre anglophones et francophones, hey, c'est notre intérêt qui compte d'abord. Parce que tout pays qui n'a pas un bon système économique fiable, là, ton pouvoir même n'est pas sûr. Ton pouvoir aussi est chancelant. Donc, le président ghanéen ne veut pas avoir de problème. Il dit, moi je ne veux plus être l'affaire des anglophones, doit commander, anglophone ne doit pas commander, c'est francophone qui est devant, on n'aime pas. Il dit, ah, ou bien, comme le Mali, le Burkina et le Niger n'ont pas... Et il dit tout ça là, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à créer notre monnaie là et puis on va avancer. L'avènement d'une monnaie unique ouest-africaine réduirait les coûts de transaction et faciliterait les échanges et les paiements entre les pays de la CEDEAO à l'heure du déploiement de la zone de libre-échange continentale africaine appelée la ZLECAf. Le Ghana a appelé les États de l'Afrique de l'Ouest à accélérer les efforts vers la création de l'ECO, une monnaie commune régionale, lors de la 50e réunion du Conseil de convergence des ministres et gouverneurs de la Banque centrale des États membres de la zone
monétaire de l'Afrique de l'Ouest, la ZMAO, qui s'est tenue du 5 au 15 septembre 2023 à Accra. Dans un communiqué de la présidence, publié le 17 septembre, le vice-président ghanéen Mahamudu Bawumia a mis l'accent sur l'importance d'une intégration monétaire ouest-africaine, dans un contexte où de nombreux blocs économiques se forment dans le monde, en réponse aux défis auxquels les économies mondiales sont actuellement confrontées. La récente fragmentation géoéconomique souligne le besoin urgent d'une intégration monétaire inclusive, d'où la nécessité d'un engagement politique plus fort. Nous devons donc redoubler d'efforts pour assurer la convergence et la stabilité macroéconomique, qui sont les conditions nécessaires au décollage d'une union monétaire, a-t-il indiqué. Vous voyez, quand le président là, il a honte ou mais il ne peut pas dire quelque chose là, ou mais il est fatigué là, comme de la manière le président Ouattara, il n'a pas envie de se déplacer là. Il a envoyé M. Koné, mais il est ici. C'est le vice-président du Ghana. Tout ce que je viens de vous expliquer là, ça, en termes diplomatiques, on ne dit pas ça comme ça, comme de la manière que je viens de vous dire. Ah, John a échoué, vrai, on a calé, mais non, on prend les jolis mots pour dire ça. Mais c'est que c'est son fond là, je viens de vous raconter comme ça. Pour rappel, le projet de la création de la monnaie unique de la CEDEAO, initialement prévu pour se concrétiser en juillet 2020, peine à se mettre en place depuis plusieurs années. Plusieurs défis entravent la mise en œuvre de la monnaie commune ouest-africaine, notamment l'incapacité des États membres à améliorer et à maintenir leurs performances en matière de critères de convergence. Les critères qui seront adoptés par l'ensemble des 15 États membres de la CEDEAO comprennent un déficit budgétaire inférieur à 3%, un taux d'inflation de 10% et un ratio dette PIB inférieur à 70%. Là, j'explique un peu. Ça dit que depuis juillet 2020, là, on devrait déjà être en train d'utiliser ECO. Mais l'ECO, là, on n'a pas pu utiliser parce que l'ancien président du Niger, là, Mahamudu Buhari, l'a dit. Pourquoi lui, son grand pays, là, c'est Alassane Ouattara, petit pays, là, qui va venir prendre ça et puis rouler, prendre le volant du pays. C'est ça seulement qu'il a fait. Hein. Souvenez-vous, le jour où Emmanuel Macron était à Bouaké pour l'inauguration de la place du Grand Marché, là. Alassane a laissé, le président a laissé Buhari au pays et puis il allait au Nigeria. Et il allait au Nigeria. C'était pour parler de ça. Mais Buhari, quand il voit le président Ouattara, oh yes, no problem. Mais quand le président quitte, son comportement de Aoussa, là, il reprend ça. Il n'y a pas de problème. Il est resté dans ça. Voilà maintenant, coup d'État, voilà voilà ça. Oh, bien avant le coup d'État même là, il y a 15 pays qui sont membres de la CEDEAO. Cette monnaie-là, c'est pour eux tous, si ça se passe bien. Et pour être membre, pour être dans ces pays qui vont utiliser l'éco là, il faut que ton déficit budgétaire là soit inférieur à 3%. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère, le taux d'inflation là, ça est ton argent là, chaque jour ça augmente là. Il ne faudrait pas que ton taux d'inflation dépasse les 10%. Or, allez regarder, il n'y a même pas encore 2 mois, le taux d'inflation du Ghana et du Nigeria, ça dépassait même les 50%. Et puis, le ratio entre la dette et le PIB, là, ça doit être inférieur à 70%. Ah, la Côte d'Ivoire a des taux, mais la moyenne, là, on dit ça doit être, on dit dans l'espace, pour que tu puisses être membre pour utiliser l'éco, là, ça doit être inférieur à 70%. Et donc, il y a très peu de pays qui reflètent ces conditions-là. Et donc, les Ghanéens ne sont pas bêtes. Eux, ils viennent d'avoir un push-up, si je peux appeler ça. Ils viennent d'avoir un coup de pouce économique qui a stabilisé leur économie. Ils disent donc, comme actuellement ça va chez nous là, on n'a qu'à accélérer à faire des cours, on va passer, on va faire ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les pays comme le Burkina, le Mali, le Niger, la Guinée et autres là. Vous êtes morts dans le film. Parce que vos économies là sont au rouge aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'économie dans vos pays. Si c'est que le vice-président vient de dire là, si les gens adoptent là, vous êtes morts dans le film. Parce que votre seule chance actuellement là, c'est que vous êtes encore lié à la BCAO. Mais si une fois que je prie Dieu pour que ça marche, ça là, ça se fait là, et que vous êtes dans vos conneries là, je dis, vous allez chercher à laver chien dans nos pays. Mais vous n'allez pas gagner. Parce que vos monnaies là vont devenir sans valeur. Vous allez retourner au franc malien,
Ou vous allez aller prendre le cedi de la Guinée, pardon, le franc guinéen, c'est ce que je voulais dire, pas le cedi ghanéen, et vous allez voir de quoi le monde est fait. Sauf si vous allez, si les Russes vous fabriquent avec les Chinois des papiers pour vous donner ça en argent. Mais vous serez en dehors du système économique mondial. Parce que l'éco là, c'est lié à la Banque Centrale Européenne qui garantit le taux de fixité. Vous pensez que l'économie là, c'est l'argent en papier là que vous voyez là. L'argent en papier là, ce n'est rien. C'est la confiance et les hommes qui sont derrière. Les esprits, les cerveaux qui maintiennent le système là, c'est eux qu'on appelle l'argent. C'est l'argent là. On peut prendre et remplir une maison, on dit bon, éclairer, voilà, tout ça c'est pour toi. Il n'y a pas de problème. Mais c'est une monnaie qui n'est pas dans le circuit international. C'est de l'argent zéro. Allez demander aux vendeurs de drogue. Souvent là, ils ont des étages remplis d'argent. Mais vu que ça a été mal acquis là, ils ont toutes les difficultés pour mettre ça dans le circuit. Ça, c'est seulement des individus. Maintenant, prenez à l'échelle d'un pays qui s'est exclu de tout système économique. Mais je souhaite que cette position soit mise en place et qu'on aille vite. Même si c'est avec 2 pays, on n'a qu'à créer ECO là. Là, comme ça, là, votre enfer de révolution là, vous allez bien griller dedans. En juin 2021, les dirigeants de la CEDEAO ont décidé de reporter la mise en place d'une monnaie commune sous-régionale jusqu'en 2027, en conditionnant cette échéance au respect des critères de convergence pour tous les États membres. Donc, comme ils n'ont pas pu faire en 2020, là, ils sont allés faire une autre réunion en 2021. Ils ont fait ça en juin 2021. Et comme on n'a pas réussi 2020, là, ils ont encore laissé 7 ans. Dans les 7 ans encore, là, ils disent qu'il faudra que tous les pays qui veulent faire partie de l'éco, là, et qui disent qu'ils vont faire partie de l'éco, votre déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3%. Vous ne devez pas avoir une inflation de plus de 10%. Et votre ratio dette PIB ne doit pas dépasser 70%. Sinon, ça doit être même en dessous de cela. Et qu'est-ce qu'on constate? Brou, coup d'État au Mali, coup d'État en Guinée, coup d'État au Burkina, coup d'État au Niger. Donc 2027 que vous voyez là, à Banan, c'est fini. Même si on remet à 2900, ça ne pourra plus passer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, si on veut cette monnaie-là, parce que le piège dans le jeu, c'est quoi? Les panafricains disent qu'ils n'aiment pas le franc CFA, qui est devenu la raison de tous leurs ressentiments. C'est à cause du franc CFA qu'on souffre, c'est à cause du franc CFA que les Blancs nous commandent, c'est à cause du franc CFA qu'on est derrière, c'est à cause du franc CFA que je n'ai même pas pu enceinter ma femme. Il n'y a pas de problème. On t'a donné l'occasion maintenant de quitter dans le franc CFA. Mais tu t'en vas faire des coups d'État pour venir t'empêcher d'évoluer. Et tu es en train d'accuser encore les mêmes Blancs. Tu es là aujourd'hui, à cause de ces 4 pays que je viens de citer là, on ne pourra plus faire le plan de convergence. Mais si eux, ils aiment les coups d'État, ils aiment la Russie, c'est leur problème. Chacun est libre de faire un choix. Mais les pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et autres, la Sierra Leone, le Libéria et autres, qui n'aiment pas, le Sénégal qui n'aiment pas la Russie, est-ce qu'on va lier notre destin à des pays bras cassés pour dire comme les 4 pays là sont mal en point, on va attendre jusqu'en 2027. Oh, on sait que ça n'aura pas lieu en 2027, ça n'aura pas lieu en 2099, ça n'aura pas lieu en 2900. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là les Ghanéens disent, hey, tout ce qu'on est en train c'est mentir. Si on peut faire avant 2027, on n'a qu'à faire. On n'a qu'à évoluer sans ceux qui sont dedans. Et moi, je suis très d'accord avec cette position-là. Il faut noter qu'avec le déploiement de la ZLECAf, l'adoption d'une monnaie unique réduira les coûts de transaction et facilitera les échanges et les paiements entre les pays de la CEDEAO. C'est une information tirée de l'agence Ecofin. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que nous autres Ouest Africains, on est en train de jouer avec notre destin. Dans la ZLECAf, la zone de libre-échange intercontinentale africaine, là, tous les grands ensembles sont en train de se créer. Vous n'avez pas entendu parler des BRICS? Vous pensez que c'est par plaisir qu'ils sont en train de se mettre ensemble? La Russie est dedans, la Chine est dedans, l'Inde est dedans. Ils sont en train de se... Aujourd'hui, là, on ne pourra résister dans le monde que par bloc économique. Si tu veux qu'on te respecte aujourd'hui, là, il faut que tu sois dans un bloc économique. Maintenant, on va voir si vous pouvez faire un bloc de coups d'étatistes et puis vous allez créer une monnaie parallèle et puis on va voir ce que vous pouvez faire. Des bandes d'ignards, de vauriens, de bouviers, d'incultes, d'analphabètes qui se mettent là pour perdre le temps à tout le monde. Mais que Dieu vous favorise le malheur que vous êtes en train de mettre sur vos pays. Et donc, nous continuons. Sujet numéro 5.
Là, maintenant, on vient parler de la Côte d'Ivoire. Des djihadistes se sont enrichis grâce au trafic. Des groupes de djihadistes se sont enrichis de 2019 à 2021 dans le nord de la Côte d'Ivoire grâce à des activités illicites, mais ont été depuis en partie repoussés hors des frontières ivoiriennes selon le rapport de l'Institut d'études de sécurité, en abrégé ISS. Entre 2019 et 2021, des groupes extrémistes violents ont mené des incursions sur le territoire ivoirien afin qu'une série d'attaques contre les forces de défense et de sécurité et des actes d'intimidation à l'encontre de la population rappellent l'ISS dans un rapport publié le lundi. Durant cette période, le nord-est de la Côte d'Ivoire a servi de théâtre d'opération et de zone de refuge, d'implantation et de financement et même de recrutement pour ces groupes, qui se sont principalement enrichis par l'orpaillage illégal et l'économie du bétail, ajoute-t-il. Je m'arrête là un peu. L'article, ce qu'ils sont en train de dire là, il y a le vrai article qu'ils ont remis. Maintenant, on peut parler un peu de ça. En réalité là, à Bouna, il y a un élu du Bouna. Lui, il est soroïste. Lui, il a favorisé l'implantation et l'orpaillage illicite en pensant que les djihadistes allaient pouvoir s'incruster dans cette zone-là et rendre difficile la tâche au gouvernement ivoirien. Et donc, c'est lui-là, on a fait nos recherches, quand on a tout trouvé là, on a donné tous les renseignements aux autorités ivoiriennes. Un soroïste endurci. Il a été élu régional là-bas. Et il a corrompu beaucoup de chefs de communautés, de cantons et de villages là-bas, dans le nord-est. Il fut un moment même où la forêt qui est entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ils avaient infesté ça. Mais ils ne sont pas à leurs premiers essais, puisque c'est quelque chose qu'ils avaient savamment planifié. Et Soro Guillaume pensait et pense toujours qu'il pourra utiliser le Burkina Faso et d'autres pays pour pouvoir atteindre la Côte d'Ivoire. Et donc, effectivement, la date qui est indiquée là, c'est vrai, puisque c'est dans la même période qu'on a eu à donner les informations. Donc, ce que l'article dit là, c'est vrai. L'ISS souligne que l'investissement de ces groupes dans ce domaine a occupé une place centrale dans leur stratégie d'implantation. L'élevage des bovins représente, après l'agriculture et avant l'exploitation minière, le commerce, l'une des principales activités socio-économiques pratiquées le long de la bande frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et le Mali. Vous avez bien entendu? Vous avez bien entendu? C'est pourquoi nous disons aux autorités ivoiriennes de se méfier et d'être plus que prudentes quant au mouvement des populations, surtout à la frontière Côte d'Ivoire, Mali et Côte d'Ivoire-Burkina. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire en public, mais les autorités sont au courant de tout. Et il y a beaucoup de personnes qui font des propositions aux autorités en ce sens-là pour trouver des solutions. Le Mali et le Burkina sont deux pays minés par la violence djihadiste selon le rapport. Les troupeaux sans surveillance sont particulièrement ciblés. Les voleurs de bétail bénéficient parfois aussi de la complicité des bouviers. En échange d'une rétribution financière, le nord de la Côte d'Ivoire abrite également de nombreux sites d'orpaillage illégaux, prisés par les groupes djihadistes qui leur auraient également servi de lieu d'approvisionnement en vivres et autres biens de consommation selon l'ISS. L'Institut suggère aux autorités ivoiriennes de renforcer le dispositif de contrôle d'origine et la traçabilité du bétail, parfois transporté jusqu'à Abidjan, et de réguler le secteur de l'exploitation aurifère artisanale, notamment en réduisant les coûts d'obtention des autorisations d'exploitation. De fin 2021 à juillet 2023, aucune attaque significative n'a été révélée en Côte d'Ivoire, confrontée aux violences djihadistes depuis 2016, constate l'ISS. L'économie la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest francophone a jusqu'à présent réussi à maintenir les djihadistes hors de ses frontières, soulignait un rapport de International Crisis Group publié en mi-2023, notamment grâce à des réformes dans le secteur de la sécurité et un vaste programme de développement économique dans le Nord. Ça, il faut tirer le chapeau au gouvernement ivoirien, au ministre de la Défense et au ministre de l'Intérieur. Mais l'insécurité chez les voisins du Nord, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, fait planer le spectre de la menace, nuance l'ISS. Et donc,
vous allez me permettre de mettre le titre de... le lien de l'article. Là, comme ça, ceux qui veulent étudier ou même peut-être faire d'autres choses, vous pouvez. Mais comme on le disait, il n'y a jamais rien sans rien. Si vous vous souvenez, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait 4 jours, vous ne m'avez pas vu. Ce problème de terrorisme, là, ce n'est pas encore fini. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens, faisons confiance à nos autorités. Le 25 août, il y a des gens, je ne vais pas rentrer dans certains détails, il y a des gens qui faisaient du trafic d'armes avec les djihadistes. Et il y a des gens qui font du blanchiment d'argent à partir de Bouaké avec les djihadistes. Il y a plein qui ont été arrêtés à Bouaké. Il y a plein qui ont été arrêtés à Bouaké. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais les autorités savent ce qu'elles font. Et nous leur disons merci de leur promptitude et de tout ce qu'elles font. Et aussi, il faut dire que quand ils ont fait l'attaque de Kafalo, ça nous a permis de nous réveiller en 2020. Et on a retracé des circuits. C'est moi-même qui ai fait ça. À partir de New York, il y a des sociétés fictives de taxis qu'ils ont ici. Ils profitent de cela pour faire le blanchiment d'argent. Et ils ont des gens qui sont à la tête de ces structures-là. Avec les Soufiane, c'est eux qui avaient financé l'attaque de Kafalo. Mais c'est une structure qui appartient à Sorogium. Et donc, comme je le disais, tout est lié. Seulement que nos autorités savent prendre leurs décisions par anticipation et font beaucoup d'efforts. Il faut les encourager. Et la population du Nord même collabore aussi étroitement avec les autorités. Nous leur disons merci et de continuer à le faire fermement. Et de le faire fermement. Je me souviens comme ça d'un EPB qui avait été capturé par des djihadistes. Et plus tard, quand il nous a signalé, on a tout donné comme information. Et leur mode opératoire, quand ils t'arrêtent, selon les besoins, tu les conduis, ou bien tu assassines, ou bien quand tu acceptes de les conduire, après, quand peut-être tu as 2 ou 3 km de la ville, on vide le moteur de ta moto et puis on te laisse marcher à pied. Mais eux ne savaient pas qu'en faisant ça, là, ils se sont eux-mêmes tchoum. Parce qu'ils ont donné global. On sait qu'un être humain, là, même si tu es comment là, tu ne peux pas être plus rapide que l'avion qui fait 2 minutes entre le Mali, entre New York et Bamako. Donc là, quand moi j'ai donné la zone, ils ont ciblé. Et puis on les a canardés. Et puis on est passé à autre chose. Les autorités ivoiriennes ne sont pas là pour s'amuser. Et puis elles ne sont pas là dans la publicité pour faire plaisir à quelqu'un, pour dire voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on n'a pas fait. Et c'est pourquoi nous prenons le risque de faire confiance aux autorités parce qu'elles font du bon travail. Sujet numéro 6. Racket et extorsion de fonds dans l'armée. Le ministre Téné-Braima Ouattara ordonne une enquête sur des unités d'élite. En Côte d'Ivoire, 2 unités d'élite de l'armée sont visées par une enquête pour extorsion et racket. Selon Jeune Afrique, il s'agit de l'unité de lutte contre la grande criminalité et l'unité de lutte contre la criminalité transfrontalière. Face aux soupçons qui pèsent sur ces 2 unités d'élite de l'armée ivoirienne, le ministre de la Défense, Téné-Braima Ouattara, a ordonné l'ouverture d'une enquête interne au sein des forces de sécurité. Elle fait suite à des plaintes d'hommes d'affaires ivoiriens et étrangers, en majorité libanais, maliens et burkinabés. Selon Jeune Afrique, ceux-ci assurent avoir été victimes d'extorsion de plusieurs millions de francs CFA par des officiers et sous-officiers de ces 2 unités. Des arrestations ont déjà eu lieu. Plusieurs indicateurs libanais qui collaboraient avec l'ULGC et l'UCT ont en effet été interpellés sur la base d'enregistrements audio compromettants réalisés à leur insu. Leur anonymat a été préservé pour les besoins de l'enquête, écrit le média panafricain. Selon le modus operandi, avec des mandats du procureur du pôle pénal économique et financier du tribunal de première instance d'Abidjan, ces officiers descendent chez leurs cibles pour réclamer de l'argent à défaut de les embarquer. Généralement issus du secteur d'activité comme l'orpaillage, ces hommes d'affaires qui, intimidés, finissaient par leur remettre de l'argent demandé en liquide. Un homme d'affaires évalue à plus de 500 millions de francs CFA l'argent qui lui a été extorqué. Pour l'heure, les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Bagondo Diomandé et celui de la Défense, suivent de très près le dossier, précise la même source. Vous attendrez d'abord que je mette aussi le lien de l'article. Tout ça, j'ai fait exprès. Parce que, comme je le dis là, parler est une chose. Parce que demain, on va dire non, il a inventé les choses, il a parlé. Donc, pour des questions de traçabilité, on met aussi les liens. Et après, maintenant, je fais mon commentaire. Ce que je ne vous avais pas dit, dans le problème de... Avant que les Burkinabés ne s'incrustent dans le problème d'orpaillage là, ce que je viens de vous dire là,
ils avaient une plaque tournante au Ghana. C'était sur le territoire du Ghana qu'ils faisaient cela. Et Ben Souk se déplaçait constamment pour aller là-bas. Même si vous vous souvenez, en 2021, en septembre 2021, il y avait eu une affaire de circulation des armes à partir de Bamako qui rentrait en Côte d'Ivoire. Ce sont effectivement ces sommes-là que Ben Souk prenait pour entretenir certains djihadistes et certaines personnes. Ils avaient même déjà pris contact avec des Tchadiens pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire. Et donc, c'était ces armements-là qu'ils faisaient rentrer. Et aussi, comment payer ces hommes-là? Il fallait être en possession d'argent frais. Et donc, pendant un très bon moment, peut-être sans que le Ghana ne le sache, ces personnes-là travaillaient, mais les autorités ivoiriennes savaient et elles ont agi efficacement pour essayer de casser cette dynamique. Maintenant, l'affaire qui est là, que je viens d'expliquer là, bon, on ne va pas dire le nom des gars, hein, mais quand on parle déjà de l'ULGC et puis de l'UCT, voilà, bon, ça fait un peu honte, mais déjà, à travers, quand on dit ça là, les gens peuvent taper pour dire qui est le patron de l'ULGC et puis de l'UCT, et puis on voit leur visage. Mais on va passer sur ça quand même. Ce qui est intéressant, voilà des gens. Parce que le secteur de l'orpaillage là, c'est un secteur nébuleux. C'est un secteur qui cache beaucoup de choses. Et donc, qu'est-ce que les gens font? Tous ceux, 90% des gens qui sont dans ce domaine-là, ils sont dans l'illégalité, ou bien même quand ils ont acquis leur permis d'autorisation avec la légalité la plus absolue, ils finissent par devenir, c'est un secteur qui est très nébuleux, ils finissent par se retrouver dans l'illégalité. Et qu'est-ce que les gens de ces deux unités-là ont compris? On peut les menacer parce qu'on a tous les renseignements. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si par exemple, moi je suis un orpailleur, mais il y a beaucoup qui se cachent, qui disent qu'ils sont hommes d'affaires, mais en réalité c'est l'orpaillage là qui est leur vraie affaire. Or l'orpaillage là, comme je le disais là, c'est lié au djihadisme. Soit les djihadistes ont pris de l'argent qu'ils veulent blanchir. On fait passer par ces soi-disant orpailleurs. Ah non, c'est l'or j'ai vendu. Oh. Donc c'est l'or, c'est l'argent de l'or là qui est là. Toi tu as eu seulement que 10 grammes d'or, mais tu as 10 millions en poche. 10 grammes d'or, ça fait 10 millions. Mais tout ça là, c'est comme ça le monde fonctionne. Donc là, c'est une affaire qui est très nébuleuse. Donc tout ce que vous voyez, orpaillage là, il y a aussi une grande partie, c'est le djihadisme, le blanchiment d'argent, de la drogue et de beaucoup de choses. Tout comme les boulangeries bizarres que vous voyez là. Toi, tu es là dans ta boulangerie, tu as produit 50 pains. Un pain coûte 200 francs ou même 150. Mais ton chiffre d'affaires par jour, c'est 200 millions. Donc un pain en coûte combien? Tu as vu, même si on est bête, on sait au moins quand même cogiter. Donc on comprend. Donc, ceux qui sont des gens des services d'unité d'élite, ils ont ces renseignements-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de traquer ces malfaiteurs-là, ils disent, bon, comme c'est comme ça, là, mais au lieu d'aller l'attraper, là, comme il gagne 200 millions par jour, là, donc moi, je vais faire mon gars avec lui. Donc, dans les 200 millions, là, Joe, donne-moi 50 millions par jour. Si c'est un orpailleur, c'est soi-disant orpailleur, mais c'est l'argent des djihadistes qu'il avait, qu'il devait blanchir. Ou bien même, c'est l'argent de la drogue qu'il doit blanchir. Joe, je sais ton mouvement. On fait comment? Faut me voir, hein? Ah, ok, Joe. Bon, voilà ce qu'on va faire. Donc, à force de faire ça, à force de faire ça, à force de faire ça, là. Ah, les gens même sont en train de voir. Eux pensaient que c'était un système en arrangement, mais l'affaire commence à devenir telle que c'est comme ça. Oh. Si tu demandes mon doigt que je te donne là, tu vas réclamer mon bras. Ah, donc maintenant, quand ça chauffait sur les gars là, les Libanais, les Burkinabés et puis les Maliens là, quand ça chauffait sur eux là, c'est eux-mêmes qui ont cassé Papo. Ils disent, ah vraiment, il y a des gars là, ils ont donné le nom. Ils disent, voilà, eux là, ils sont devenus maintenant des gens qui extorquent de l'argent et le font de façon insatiable et de façon inimaginable. C'est là que le ministre de la Défense et le ministre des Affaires intérieures de la Côte d'Ivoire ont mené des enquêtes. Derrière, et les gars qui sont dans ce sale domaine-là, orpailleurs ou bien hommes d'affaires ou bien hommes d'enfer ou bien je ne sais pas quoi, dans tout ce que vous connaissez là, ils les ont tous enregistrés, avec même les gars qu'ils corrompent au sein de ces deux unités-là. Donc les audios là sont là comme ça. Bah, quand on a déposé les audios là, tu dis là-bas, on dit bon voilà, faut écouter ça là, ça c'est la voix de qui? C'est moi-même ma voix, mais c'est la voix aussi de ma cousine. Mais quand j'avais 10 ans, c'était ma voix. On dit Joe, tu vois, non, on ne peut pas noyer un poisson. Hein? C'est ok. Donc il y a plein de Libanais qui ont été arrêtés. En réalité, les Libanais sont devenus un poison pour l'économie ivoirienne. Quand ils ne sont pas en train de salir notre nationalité à travers la vente de passeports,
Ils sont dans tout ce qui est illégalité. Les magasins des Libanais que vous voyez là, c'est du tape à l'œil. C'est du tape à l'œil. Même la prostitution, ils sont dedans. Même la prostitution. Il y a beaucoup de bars en zone 4 là, c'est pour eux. La prostitution en pleine journée. Les partous. Tout ce que vous pouvez imaginer. Les Libanais font ça en Côte d'Ivoire. L'État de la Côte d'Ivoire devrait se pencher sur le cas des Libanais en Côte d'Ivoire qui se permettent toutes les iniquités possibles. Et ça, parce qu'ils ont l'argent et qu'ils sont liés à des hommes de pouvoir. Chacun a son Libanais, donc on ferme les yeux dessus. Mais si on ne se méfie pas, écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire. La guerre israélo-palestinienne là, les gens parlent, les gens écrivent beaucoup de théories. Mais la vie là, quand tu veux expliquer les choses là, il faut expliquer simplement. Quand la Deuxième Guerre mondiale est finie, pour que le bloc occidental puisse gagner là, il a fallu qu'il fasse un deal avec les Américains. Et donc le bloc des alliés de l'Ouest. Vous pensez que quelqu'un va aller faire une guerre parce qu'il est amoureux de quelqu'un? Non, on ne fait jamais une guerre. On ne se met jamais dans une guerre pour dire non, on a fait ça à cause de Dieu. Quand la guerre est finie maintenant, il fallait récompenser les différents alliés. Les Américains disent, bon, vous les Occidentaux, nous on va vous coloniser idéologiquement, économiquement, vous restez comme ça. Nous on devient vos patrons. Et on crée le bloc de l'OTAN. Tellement on est votre patron là, même pour vous protéger, c'est nous on va décider de ça, du modus operandi. Ah, mais les gens disent, ah, nous on n'est pas forts. Si vous n'êtes pas venus nous aider là, Hitler allait nous tuer tous. Donc on est d'accord? Donc ils sont restés dans ça, OTAN. Et vous allez voir, en contrepartie, on fait la promotion de l'idéologie américaine. En France, aux États-Unis, dans tous les pays du bloc de l'Ouest. Pour casser l'idéologie communiste. Tant que ça marche, il n'y a pas de problème. Mais il y avait un groupe de personnes qui avaient été oubliées. Ce sont les Juifs. Eux, après ce qu'ils ont subi à Auschwitz, et ce qu'ils ont vu, parce que quand un malheur t'arrive là, si tu es un homme intelligent là, tu te dis, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Ils disent, nous les Juifs là, ça ne va plus jamais nous arriver. Donc là, nous on ne va plus compter sur quelqu'un, on va chercher un territoire. Et puisque nous on va chercher un territoire là, donnez-nous un territoire. La Guinée de Sékou Touré que vous voyez là, les gens, c'était la première proposition. Mais les gens même disent, ah, comment nous on va aller se mettre parmi la négriade? Non, on ne veut pas ça, c'est bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des radicaux juifs orthodoxes qui disent, mais souvenez-nous que, bon, nous là, nous sommes des juifs, hein. Est-ce qu'on n'avait pas dit que Jésus allait venir et que le royaume des cieux allait appartenir à des gens où, mais et ça là, et si on repartait vers l'Orient? Et l'idée tombe bien. On dit, mais vous allez aller où? On va aller vers la Palestine et puis le Liban. Et comme ils se ressemblent, ce sont des cousins. Ils disent, ok, tiens bon. Et qu'est-ce qu'ils font? Écoutez-moi très bien. Quand l'Europe a reçu le plan Marshall, les Juifs, eux disent, donnez-nous l'argent. Nous-mêmes, là, on va cibler ce territoire-là. Écoutez-moi très bien, c'est l'intrigue de ce que je suis en train de vous dire. On va aller là-bas et on va obtenir un territoire. Comment un groupe d'humains peut se lever? Il n'a pas de territoire quelque part, mais ça va obtenir un territoire. Voilà comment ça s'est passé. Ils vont. Et comme quelqu'un qui veut te tromper est toujours plus intelligent que toi, il a toujours une avance, parce que c'est lui qui connaît son plan, ils vont en Palestine, ils s'installent. Quelque part vers le Liban, ils s'installent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'introduisent d'abord dans le commerce. Et quand ils seront bien connus, qu'ils auront bien connu l'idéologie globale de l'environnement, ils payent des terrains. Ils payent des terrains. Ils payent des terrains. Ils payent des terrains. La terre que toi, tu veux vendre, toi, l'arabe, tu veux vendre. Une terre qui n'a même pas d'importance là. Quelqu'un vient te dire, la terre qui est là, si tu veux me vendre, tu vas me vendre à combien? Ah, même si tu as 1 million, je peux payer. La personne te dit, je vais te donner 10 millions. Brou, tu prends les 10 millions. Tu es content, vous faites tous les papiers. C'est comme ça les Juifs ont fait petit à petit, petit à petit, petit à petit. Brou, ils sont rentrés. Ils ont payé des territoires, des territoires, des territoires.
Au moment où les Arabes vont s'en rendre compte, les Arabes eux-mêmes, ils ont déjà vendu légalement, je dis bien légalement, plus de la moitié même de leur territoire. Et les Juifs se sont bien constitués maintenant. Ça veut dire que sur le terrain de la loi, de la légalité, vous ne pouvez pas combattre quelqu'un à qui vous avez vendu dans les règles de l'art du terrain. Et donc là, c'est pourquoi vous voyez les territoires colonisés où les Juifs se lèvent et s'en vont dire on va coloniser ces territoires-là. C'est payé il y a longtemps. C'est-à-dire que techniquement, là, c'est leur territoire. Puisqu'ils ont payé ça avec les Arabes, ils ont tous les papiers. Les Arabes maintenant se sentent piégés. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant attaquer les Juifs pour les détruire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre le jour de Yom Kippour, où les Juifs seront en fête. On va les attaquer puis les tuer. C'est comme ça les musulmans disent. Allahu Akbar. On dit souvent il y a des petites eaux là. Tout ce qu'il te faut, faut pas mettre ton pied dedans. J'ai dit, hey, quand ils ont essayé la guerre de Yom Kippour, j'ai dit les Arabes là, j'ai dit tellement ils ont pris territoire, jusqu'à ils ont occupé le plateau du Golan en Égypte, en Afrique chez nous. J'ai dit, territoire payé ou non payé, ils ont tout pris. Ça veut dire qu'ils ont tout pris jusqu'en Égypte, ils sont rentrés en Afrique, ils ont occupé tout le plateau du Golan, jusqu'à la chose, comment on appelle ça? Il y a un autre pays en Jordanie. Ils ont occupé tout le coin. Ils disent maintenant, là, on va voir qui est garçon maintenant. C'est que vous là, on va vous montrer maintenant qui a mis l'eau dans le coco. Donc du plateau du Golan jusqu'en Égypte, là, il dit, ils ont attaché tout le monde. Les Arabes maintenant sont dans le pain. Ah, ce qu'on avait fait là, non seulement ça n'a pas marché, parce que ce sont les armées arabes, hein, c'est pas seulement les Palestiniens, mais ça a été un échec cuisant. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La guerre n'a duré que 6 jours, mais 6 jours très durs, où l'armée israélienne a montré qu'elle peut battre tous les Arabes. Ah, quand quelqu'un te bat là, militairement, là, on n'a pas besoin de t'expliquer, toi-même tu connais. Donc maintenant, il faut rentrer dans les négociations. Et c'est dans les négociations, on va inviter maintenant les Lord Balafour et autres, tout, pour faire ça. Mais c'est fini. C'est la même chose que les Libanais veulent faire en Côte d'Ivoire. Si tu as bien compris ce que je viens d'expliquer. Ah non, tu vois non, actuellement là, Marcory là, terrain qu'on a là, c'est pas 200 mètres carrés, même si tu laisses là, il va faire 5 étages, on va te donner 5, toi tu prends le loyau, lui-même il est en bas, et puis maintenant c'est bien, 20 ans après il va laisser. Ok. Toi tu ne sais pas qu'il y a deux choses. Il y a deux choses, quand parle de ça commence, ça ne finit jamais. Il y a deux choses, quand parle de ça commence, ça ne finit jamais. Affaire de femmes et puis affaire de terre. Il y a deux choses. Quand parle de ça commence là, tu peux tuer mon cousin. Ah, on va trouver une solution. Est-ce que le cousin même c'était un bon type même? Si c'est Sirima Sissé ou même Kevin Kwasi, et même les étaient faisaient des ken dans le village. Bon, envoyer 2 poulets, ça remplace le mouton et puis on passe. Mais affaire de femmes, que tu aies raison ou pas là, une fois que ça a commencé là, en tout cas, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, élimination d'un camp, là, ça ne finit pas. Et puis, problème de terre. Quand problème de terre commence là, tant qu'il n'y a pas mort d'homme, affaire là, finit pas. Donc là, affaire de terre là, il ne faut pas rentrer dans son petit business. Ah non, on t'a vendu pour 10 ans, on t'a vendu pour une semaine. Soit tu vends et puis tu oublies, ou bien soit tu ne rentres pas dedans. Ce qui se passe aujourd'hui là. Non, on a loué notre terre là au Libanais pour 20 ans. Ça là. Dans 20 ans, vous savez quelle nébuleuse ils vont constituer? On va se retrouver dans un problème du même type comme le problème israélo-palestinien et ils vont vous arracher à Abidjan. Vous les Ivoiriens, ils vont vous arracher à Abidjan. Continuez à rire de ce qui va vous faire mal demain. Nous sommes des gens qui avertissons. Nos analyses sont faites à partir des réalités historiques qui nous permettent de faire de la prospection et de la projection. Mais en général, quand un danger vient vers toi là, quand tu sais regarder ce qui s'est passé auparavant, tu comprends. Les Nigériens aujourd'hui, et puis les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire, à travers la Chambre du commerce des Libanais de Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que la CIA a pu démontrer qu'il y a des liens entre eux et le financement du Hezbollah? Mais les Libanais que vous voyez en Côte d'Ivoire là, eux tous sont des combattants. Ne les voyez pas comme ça.
Eux, tout ce que vous voyez là, 99%, ils savent manier les armes, c'est des combattants. Mais on est là, on s'amuse avec ça. Est-ce qu'on connaît leurs intentions? On ne fait aucune prospection, on ne fait aucune imagination. Ah non, non, on vit ensemble. Ah non, Libanais même parle français. Fuck the guy, man. Donc, il faut qu'un Libanais parle français pour que vous vous sentez que vous êtes Ivoirien. Ah non, comme lui, il parle balo. On n'est pas parents, hein. On n'est pas parents. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller occuper une boutique au Liban? Est-ce qu'un Ivoirien peut aller commettre des conneries au Liban? Qu'est-ce que les Libanais font à nos soeurs qui vont se débrouiller au Liban? On les livre à la zoophilie. Les animaux, les chiens couchent avec elles là-bas. Chers Africains, chers Ivoiriens, apprenons à être dignes. La dignité là, ça ne te donne pas de diplôme. La dignité là, ça ne te donne pas, ça ne te rend pas riche. Mais la dignité là, ça force les autres à savoir que toi aussi tu es un être humain qui mérite d'être respecté. Et ça, c'est pas petit dans une vie. Ils ont fini avec le Cameroun. On est aujourd'hui, chers Africains, on est là, c'est le problème russe, c'est le problème russe. Non, non, non. Les vraies menaces qui nous menacent actuellement là, c'est le problème libanais, le problème chinois. Même j'étais quelque part dans une capitale il n'y a pas longtemps, dans un aéroport, il y a peut-être pratiquement 3 semaines, et j'ai rencontré comme ça une dame, et notre causerie a viré un peu sur ça. Et elle me dit, faites attention parce que moi je me dis, je m'identifie toujours comme un Africain. Voilà. Elle me dit, mais faites attention, c'est un beau continent, mais les Chinois... Ah, j'ai dit oui, on est au courant de la menace. Et elle me demande, mais qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, mais tout dépendra de nos dirigeants. Parce que moi, le citoyen lambda, qu'est-ce que je peux réellement faire? Mais quand les autorités vont signer des accords avec les Chinois, qu'on nous livre des... Parce que le stade qu'on a critiqué là, le stade Ebimpe là, ça a commencé comme un don de la Chine. La Chine a toujours donné des cadeaux empoisonnés. Ça aussi, il ne faut pas négliger ce facteur-là. La Chine a toujours fait des cadeaux empoisonnés. Allez demander aux gens au Mali là-bas. Là où ils ont construit le pont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vidé le lac. Même les œufs de poisson, ils sont partis avec tout. Vous pensez que les autres sont là pour s'amuser? Vous pensez que les autres sont des idiots parce que non, ils vous aiment, ils vont vous faire des dons? La première chose que nous, on nous a appris quand on est venu aux États-Unis, on nous a dit, no one is above the law and there's nothing free in this country. C'est 2 leçons. Si tu n'as pas retenu ça dans ta vie, toi, tout le monde va marcher sur toi. La première leçon, nul n'est au-dessus de la loi. Si tu n'as pas compris, fais ce que tu veux. Tu vas voir ce qui va t'arriver. La deuxième chose, il n'y a rien de gratuit sur cette terre. Si on te donne quelque chose, on dit c'est cadeau là. C'est que c'est toi-même qui es la marchandise. Ah non, il y a campagne de vaccination. Ah, la santé, c'est la chose la plus importante. Il faut aller te vacciner, c'est cadeau. Si tu te vas vacciner là, c'est expérience on est en train de faire sur toi comme ça. Comme de la manière, on dit de ne pas parler de ça. Donc je laisse, il ne faut pas couper la vidéo. Parce que Facebook m'a dit, il dit même si je prononce le mot là, mais vous connaissez, il y avait une maladie il n'y a pas longtemps, ça a commencé en 2020, en mars, ça a commencé le 19 mars 2020, la maladie là, ils ont fermé tous les aéroports. Voilà. Nous tous qui avons fait le vaccin là, c'est sujet d'expérimentation. On a fait, on est des légumes. Mais Dieu est grand. Donc voyez-vous, il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Et si tu veux vivre comme un homme intelligent, si on te donne quelque chose de gratuit, demande quel est le prix. Ou bien toi-même réfléchis, quel est le piège derrière. Tu vas comprendre que le cadeau que tu es en train de prendre là, c'est ta vie que tu es en train de sacrifier. Comment le blanc qui aime l'argent, le blanc qui est prêt aujourd'hui à piller le monde, qui a détruit le système mondial, qui a détruit la nature, lui vient toi te dire, moi je vais faire tout le travail, toi il faut rester tranquillement, je vais te nourrir. Et c'est nous les Africains au 21e siècle, on est encore plus bêtes que jamais. Ah non, ce sont les Russes qui vont venir nous soutenir. Oh. Ce sont les Chinois qui vont venir nous aider. Oh. Ah, ce sont les Indiens qui vont... Même aujourd'hui, les Indiens pensent qu'ils sont mieux que nous. Les Indiens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, là. Eux pensent qu'ils sont mieux que nous. Eux, ils sont blancs, ouais, ils sont notre blanc. Je dis, mais vraiment, l'homme africain, pour toi, est fini. Pour toi, est fini. Et nous autres, qui voyons tout ça, qui essayons d'éduquer nos populations, qui essayons d'avertir nos parents, on a l'impression que les gens, ce qu'on dit là, ils n'entendent pas, ils ne voient pas le danger qui vient vers eux.
Et aujourd'hui, la question, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Voilà aujourd'hui la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas piégés au point où it's too late? C'est ce qu'on dit, the game is over. C'est terminé pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 10, 20 ans, que ce soit les Occidentaux, que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, aujourd'hui, ils ont infiltré l'Afrique à tous les niveaux avec des idiots. Les Russes ont infiltré avec assez d'armes. Les Occidentaux ont infiltré avec une sale politique. Les Chinois avec le cynisme. Si on veut faire disparaître la planète africaine, qui est l'Afrique, nous autres Africains là, aujourd'hui on est à la merci de tout cela pour nous dévorer. On ne va même plus parler d'une planète qui appartenait aux hommes noirs. Nous aurions été victimes de notre cécité et de notre manque d'imagination, de notre manque de courage. Et ils savent bien faire leur jeu, on disperse. D'autres sont avec les Occidentaux, d'autres sont avec les Chinois, d'autres sont avec les Russes. Mais la réalité là, c'est la même balkanisation, mais cette fois-ci là, c'est nous-mêmes on décide de se choisir des maîtres pour qu'on redivise les frontières économiques de l'Afrique. Nos dirigeants sont incapables de s'asseoir pour penser et prendre une décision. Nos dirigeants sont en train d'attendre à l'UA les financements de l'Union européenne. Quelqu'un peut vous financer gratuitement sans vous mettre sur écoute? Est-ce que les Américains n'ont pas mis le Parlement européen sur écoute parce qu'ils les ont financés? Mais quand quelqu'un arrive à m'avoir, moi aussi je vais chercher à avoir quelqu'un d'autre. Donc on répète les mêmes modèles. Mais c'est nous les Noirs, on n'a pas encore compris ça. Et donc il faut qu'on se réveille. L'homme noir ne sera libre que quand lui-même aura dit « Je suis celui qui va décider de sa propre voie à suivre ». Il faudra qu'il n'y ait plus d'Africains de l'Ouest, du Nord, de l'Est, de l'Ouest. Il faudrait que tous les... on ait un passeport unique. Il faudrait que l'Afrique ait une armée unique. Voilà les deux choses, voilà les quelques éléments qui peuvent sauver l'Afrique. On crée une armée unique, on crée une monnaie unique et on a un passeport unique. Une fois que tu as ton passeport, on ne demande plus d'où tu viens, qui tu étais. Tu as le droit d'être sur la terre africaine et de faire tout ce que tu veux. Toi, tu n'es pas dans l'armée, on te retrouve avec Kalash. Tu n'es pas un membre de l'armée unifiée d'Afrique. On t'arrête et on te demande les raisons. Et en Afrique, si on veut s'en sortir, il faut qu'on cultive ce que nous consommons. Et après, on pourra parler du reste. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est zéro. Cette responsabilité revient à nos dirigeants. Parce qu'on suppose qu'ils sont des gens intelligents, des gens qui peuvent anticiper et des gens qui peuvent solutionner aux problèmes de leurs contemporains, mais aussi des générations à venir. Entre-temps, quand ces personnes sont minoritaires, au point d'être peut-être un ou deux, à part Alassane et puis Macky Sall, je n'en vois même pas. Vous voyez que les malfaiteurs vont les cerner de toutes parts et leur donner les images qu'ils ne méritent pas. C'est les malfaiteurs, c'est les malfaiteurs. Mais allez voir aujourd'hui, ils ne sont pas en train de diriger le Mali, le Burkina. Mais les vrais malfaiteurs, c'est ceux qui vous font consommer l'huile de vidange. Les vrais malfaiteurs, c'est ceux qui viennent arracher le travail à des fonctionnaires. Les vrais malfaiteurs, c'est ceux qui disent qu'on est venu pour sauver le Mali, mais qui livrent le Mali aux djihadistes. C'est les vrais malfaiteurs. Parce qu'ils ne vous disent pas qu'ils ont mis à compromis tous les plans de convergence pour aller vers l'éco, qui était une monnaie purement africaine. Entre-temps, on revient en Côte d'Ivoire pour parler de la razzia du RHDP au municipal, au régional et au sénatorial. Le PDCI réduit en vestige et le PPACI en relique. C'est le fameux Jenny Kobina, Georges Jenny Kobina, qui a tenu ses propos à la création du RDR en 1994. Nous allons réduire le PDCI à l'état de vestige au nord et de relique au sud. On s'arrête là un peu. Le monde là, Jenny Kobina il est mort il y a longtemps, non? Mais un vrai homme là, quand il parle, il peut parler d'aujourd'hui puis parler de demain. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment le RDA a été créé. On ne va plus revenir sur ça. Mais depuis 1994, Jenny Kobina dit,
Ce qui faisait la force du PDCI là, on va rendre ça vestige. Ça, on va parler de vous dans l'histoire pour dire il y avait le PDCI ici avant. Et puis au sud là, on va faire de vous des reliques. C'est-à-dire quelqu'un est mort, son cadavre, ou bien les habits qu'il a laissés là. C'est ça qu'on appelle les reliques. Ah, éclaireur était ici. Oh. Ah, il insultait les gens, il était méchant là. Où est son téléphone? Le téléphone là est devenu relique parce que l'éclaireur est mort. Ah, voilà son téléphone. Oh, Et voilà aussi les ordinateurs qu'il utilisait pour insulter le président Ouattara avec les gens là. Et puis Michael Jackson, Dodjene, tout ça là. Ah, voilà ça. Ah, il est mort. Donc vraiment, il a existé. Ça veut dire qu'on ne saura leur existence qu'à travers les objets qu'ils ont laissés. Mais en 2023, aujourd'hui là, allez regarder le PDCI dans le nord. Et puis regardez le PDCI. À part la zone du Vieux-Baoulé là. Est-ce qu'on parle? Et puis de quel bon PDCI en plus? Il est vrai que 30 années après ce discours, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et des alliances se sont faites et défaites. Ce discours du premier secrétaire général du RDR est plus que jamais d'actualité au lendemain des élections locales et sénatoriales. On peut le dire tout net. Désormais en Côte d'Ivoire, on sait qui est qui. On sait qui vaut quoi et qui pèse quoi sur l'échiquier politique national. Sur 3 élections consécutives qui ont enregistré la participation de toutes les formations politiques, les Ivoiriens ont fait leur choix. Et à la lecture des résultats glanés d'abord aux élections municipales et régionales, puis aux élections sénatoriales du week-end, l'on peut affirmer sans sourciller que le RHDP est le choix du cœur et de la raison des populations ivoiriennes. Aux élections municipales, le RHDP a triomphé dans les 123 communes sur 200, contre 22 pour le PDCI, 2 pour le PPACI et 41 pour les indépendants. Pour les régionales, c'est la même bérésina pour l'opposition. Le RHDP a remporté 25 régions sur 30, contre 3 pour le PDCI, 0 pour le PPACI. Pour les élections des 2 tiers des membres de la Chambre haute du Parlement qui se sont tenues le samedi 16 septembre 2023, sur les 64 postes en compétition, le RHDP a raflé 56 des sièges de sénateurs, ne laissant que 6 sièges au PDCI, 2 aux indépendants et 0 siège au parti de Laurent Gbagbo. Voici donc le décompte qui rétablit la vérité. Et à l'analyse des chiffres, l'on peut dire que l'heure est plus que grave pour le PDCI et le PPACI. Le parti d'Henri Konan Bédié et de Laurent Gbagbo ne font plus recette. Pour le cas du PDCI, malgré son glorieux passé de parti unique qui a dirigé le pays pendant 40 ans, il est littéralement réduit à l'état de vestige. En dehors de quelques réduits dans le centre du pays et dans la ville d'Abidjan, le PDCI est quasiment rayé de la carte politique de la Côte d'Ivoire. Pour le parti de Laurent Gbagbo, le chef du village de Sodome et Gomorrhe, un autre parti qui a dirigé pendant 10 ans, le constat est plus qu'alarmant et même plus dramatique que celui du PDCI. C'est une formation complètement déchiquetée, en relique qui cherche désespérément à conquérir ou à reconquérir le cœur des Ivoiriens. Aujourd'hui, ce parti ne dispose d'aucun président de région ou d'aucun sénateur. Son seul espoir repose désormais sur ses 2 postes de maire et ses 17 députés sur les 255 que compte l'Assemblée nationale. Voici donc l'implacable réalité à laquelle doivent faire face ces 2 partis politiques qui sont considérés ou qui étaient donc considérés comme des poids lourds de l'opposition ivoirienne. L'élection, on le sait, est le baromètre par excellence pour déterminer le poids et l'implantation d'un parti politique. Or, les 3 scrutins qui viennent de se tenir ont fait le point. À moins de se réinventer à travers une profonde introspection, l'on peut dire que la quasi-totalité des Ivoiriens
ont tourné le dos au PDCI et au PPACI. Vox Populi, Vox Dei. Mais tant qu'ils continueront dans leur message de haine, le marché sera toujours profitable au RHDP. Parce qu'en réalité, le message de la haine, c'est un piège sans fin. Toi qui es victime, toi-même qui es le bourreau, ce n'est qu'un cycle de rotation. Si demain tu n'es pas victime, tu seras le bourreau. Si demain tu n'es pas le bourreau, tu seras la victime. Et le seul parti qui arrive à tenir un discours pour sortir de ce cercle vicieux, mais si nous tenons la vie, on va sur ce parti-là. Et c'est ce que le RHDP est en train de faire. Que les autres continuent dans leur message de haine. Ça sera toujours le bon marché. Parce que aller au marché n'est pas le problème. Mais tu es revenu du marché avec quoi? Quand je suis allé au marché là, non? Oui, tu es allé au marché. Mais ce n'est pas ça le vrai objectif. Le vrai objectif, tu es revenu du marché avec quoi? Ah non, moi je suis allé pour voir les autres. Hein. Ça, on appelle ça perdre de temps. Dans la vie là, on ne crée pas un parti politique pour mettre en danger ses propres militants et la nation. Tellement eux-mêmes, ils n'ont pas de volonté pour aider le peuple à évoluer. Ils cherchent donc à mettre le peuple dans le problème. Mais un jour, là, vous allez nous mettre dans le problème. Jusqu'à un jour, là, les gens vont dire, on ne peut plus tenir, on va se retourner contre vous. Comme la révolte des prolétariats en Europe. Eh non, quand les pauvres se lèvent. Non. Moi, je souhaite que la révolte de nous, les prolétaires, se fasse contre les politiciens ivoiriens. Les mauvais politiciens, là, on se lève un matin et puis on les tue tous. Même ceux du RHDP. Parce que les mauvais, là, on les tue pour faciliter la tâche aux bons politiciens de pouvoir évoluer. Vous allez voir quel pays, là. Est-ce que vous ne voyez pas en Europe, quand on demande à quelqu'un d'être devant quelque chose, là, il réfléchit, il tourne pouvoir d'abord. Ce qu'ils ont montré aux bourgeois et aux dirigeants, hey, on coupe peut-être même de roi devant tout le monde à la place, puis guillotine propre, on passe. Allez demander au Louis XIV et autres, le roi Soleil et autres. Ils connaissent ça. Le jour que le peuple va atteindre ça, abat les dirigeants et on court derrière pour les attraper puis les déchirer. C'est ce jour-là que vous allez comprendre que à force d'exagérer là, on finit par faire du mouton un être qui finit par mordre. Non, quand quelqu'un dit mouton m'a mordu là, toi tu as fait quoi? Tu as fait quoi jusqu'à un mouton t'a mordu? Ça c'est l'excès qui conduit à ça. Continuez à blaguer, à vous blaguer. Non, on les blague, on les tue, on tue leurs enfants. Après, on se partage les millions, on fait dialogue politique. Mais un jour va arriver là. Ils vont aller vous encercler dans le dialogue politique et puis vous assassinez vous tous. Vous et vos enfants, vos femmes. Continuez cette politique-là seulement. On va donc terminer avec un très beau texte de Mère Blanc. Et elle a eu écrit ce texte depuis hier. Et elle seule a le secret. Et quand je lis ces textes, c'est tellement dense que souvent je fais violence sur moi-même pour ne pas commenter, sinon on peut passer des heures à expliquer. Et elle a intitulé le texte les Nyamato. En langue malinké, Nyamato est une personne porteuse de Nyama. Et le Nyama pourrait se désigner comme le karma. Le Nyamato désigne donc celui qui est frappé du sceau du péché. Et à ce stade de la colère divine contre lui, il finit toujours par emprunter le chemin qui le mènera inexorablement à sa perte. Ils étaient au nombre de 4. Mais comme nous l'avons déjà signifié, il y en a un qui semble emprunter la voie de la sagesse, une sagesse de putschiste. Est-ce de peur ou de raison que Mamadou Doumbouya est de moins en moins cité dans le cercle qu'il dormait avec ses 3 autres amis. Lui, l'ancien légionnaire français, marié à une ancienne gendarme française et père d'enfants français. Pensait-il peut-être que ces petits calculs ne seraient pas suffisants pour être obligé au bon sens? S'il vous plaît, pourriez-vous informer monsieur le président putschiste Doumbouya que ses 3 copains, Assimi, Ibrahim et Tchani, ont créé une alliance de solidarité, une alliance militaire
ayant pour vocation de transformer toute attaque militaire contre l'un en défense tripartite. Sans être dupes, nous comprenons qu'à l'origine de cette alliance militaire dérisoire se trouve la trouvaille, surtout la désillusion de trois larrons qui avaient fini par croire qu'un coup d'État pouvait se faire sans risque. Et qu'aujourd'hui, voyant la caducité de leur triple de président les rattraper, ils forment un bloc en paille pour amuser la galerie. Le peuple n'a pas son mot à dire. Au Mali, les populations sont en proie au deuil, où qu'elles soient. Sur un bateau, dans les camps et alentours, dans leur sommeil, les Maliens sont calcinés, réduits en cendres. Les avions de seconde main de l'armée tombent comme dans un jeu. Au Burkina, c'est presque pareil. Au Niger, il est demandé aux fonctionnaires d'État de sacrifier une moitié de leur salaire pour soutenir les conséquences d'un coup d'État qui leur a été imposé. Vive la révolution. Surtout la révolution sur le dos des autres. Pendant que les usurpateurs du pouvoir, eux, vivent comme coqs en pâte, le peuple paie le lourd tribut, bâillonné, maltraité, obligé de vivre dans la misère morale et financière. La CEDEAO a proposé une intervention militaire au Niger qui a été appréciée différemment. Les panafricains et certains chefs d'État étant demeurés dans le torpillage du plan, le monde observe le dénouement de cette affaire. Une chose est sûre, le vin est tiré. Il faudra qu'il soit bu. Ce n'est qu'une question de temps. Et viendra le temps de la repentance pour les Nyamato. Texte de Mer Blanc. Comme je vous ai dit, le texte est plein, un texte dense. Voyez-vous, c'est tellement triste que l'histoire de ce monde-là, quand vous comprenez les choses, vous avez plus que pitié. Parce que l'ignorance, il y a le salut de l'ignorant, mais c'est un salut qui est précaire. Ah non, je ne sais pas donc. Quand tu ne sais pas, ce n'est pas mauvais. Mais ne pas savoir te conduit au fracas, tôt ou tard, quelle que soit la chance que tu as, ce n'est que pour un temps. Par winning, c'est une révélation. Et donc vous verrez que ces putschistes-là, vous vous souviendrez, il y a 2 ou 3 jours, je crois que c'était le lundi, je vous disais comme ça, il y a beaucoup qui étaient à Conakry qui se sont étonnés. Ils disent vers 22 h, il y a eu toutes les lumières qui ont été éteintes à l'aéroport et ils ont surpris certaines autorités à travers leur voix et ils ne savent pas ce que les gens ont fait. Et j'avais dit ici, en fait, les 75 millions de dollars de contrats miniers, c'est l'argent qu'ils étaient en train de faire sortir de la Guinée comme ça. Puisque ce sont des gens qui sont dans l'illégalité, ils ne peuvent agir que dans l'illégalité la plus absolue. Les lumières qui ont été éteintes avec tout ce qui avait été éteint là, vous êtes étonnés là. Ce qu'il y a eu là, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est 75 millions de dollars. Sans laisser de traces, ils ont pris l'argent frais, ils ont mis dans les avions, ils ont fait sortir ça. Ils vont aller cacher ça dans les paradis fiscaux, ou bien peut-être chez les Chinois, ou même chez les Russes, on ne sait pas, mais c'est sorti. Mais c'est ça aussi la révolution. Et donc on écoute ici un peu une partie de l'histoire. Où sont passés les 75 millions de dollars payés par Winning? C'est une révélation de nos confrères de Dakar Times, a mentionné Avenir Guinée dans un article. Le média sénégalais s'interroge sur la destination du montant de 75 millions de dollars payés par Winning dans le cadre du projet Simandou, directement géré par la présidence de la République. En effet, le très célèbre journal d'investigation informe que la présidence de la République aurait reçu cette somme dont les traces ne sont pas visibles au niveau des caisses publiques. On peut lire, je cite, « À peine arrivé, le colonel avait reçu 75 millions de dollars américains payés par Winning comme ticket d'entrée, mais nul ne sait quelle destination l'argent a pris.
Aucune trace du montant au trésor public, encore moins dans la loi de finances, a révélé dans sa colonne le journal Dakar Times. Depuis la sortie de cette information, aucune communication n'est pour le moment faite par la présidence de la République qui, à travers le directeur de cabinet Diba Diakité, a un œil de lynx sur le projet Simandou. Arrivé au pouvoir le 5 septembre 2021 et malgré la création de la Cour de répression des infractions économiques et financières, la junte militaire fait face à des scandales de détournement des deniers publics ces derniers temps. Les marchés gré à gré ou par entente directe semblent devenus la nouvelle forme d'enrichissement illicite. Affaire à suivre. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous, on a terminé avec la présentation. On a été un peu longue en tant que personne. On va laisser maintenant la parole à chacun. On ne sera pas aussi long que hier, vu le temps qu'on a passé, 8 heures du temps. On va être un peu plus bref aujourd'hui. Et on va dire à tous ceux qui veulent prendre la parole de se signaler afin qu'on puisse vous accorder la parole. Donc, avant de recevoir les premières personnes, on allait passer à quelques salutations des personnes ici présentes comme Conson Billy. On allait aussi saluer Olivier Amiral. On salue aussi la Mao Foudado, le Chao Mamadou Keïta, notre mère bien-aimée Mariam Koulibaly. On salue aussi notre père Amara Bakayoko, sans oublier notre père Mamadou Mohadou Bamba, Muchacho El Muchacho, notre mère bien-aimée Sali Kone, Sirima Sissé. Et comme je le dis, ne perdons pas de temps. S'il n'y a pratiquement personne, dans les 30 secondes, on va fermer. Pour tout le respect qu'on a pour nos auditeurs, on va fermer pour ne pas abuser quand même du temps, puisque chacun, on peut gagner en temps et pouvoir vaquer à d'autres occupations. On va aussi saluer M. Sissé Mohamed. Et on va aussi saluer ici Oshi Mini avec tout le grain de Paris. On salue notre père ici, Idrissa Aïdara. Et ainsi de suite, ces milliers de personnes. On salue aussi notre aîné, Kone Adama de Paris. Notre mère, Djeneba Ouattara. Kaltouma Kamara, vous êtes salué. Aspong d'Acier, vous êtes aussi salué. Et donc, notre mère, Djeneba Ouattara. Notre mère Minignan Sissé. Donc, vous êtes tous salués avec tout le respect qui va avec. Et donc, il me semble qu'il n'y aura pas d'appelant, ce qui nous fait gagner un temps. Et c'est aussi un énorme plaisir pour nous. Il y a M. Koura Ouattara aussi qui nous salue. Donc, merci à tous. Merci infiniment à tous. Je salue aussi le grand combattant Traoré Vass, qui est aussi présent à ce direct-là. Et donc, il me semble qu'il n'y aura pas d'appelant. Et donc, on va directement fermer pour pouvoir vaquer à d'autres occupations. Ok. Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Certainement que demain, pour la voix du militant, nous allons nous retrouver et on pourra peut-être parler de d'autres aspects. Mais pour aujourd'hui, nous vous disons infiniment merci. Le direct va prendre fin. Que la grâce de Dieu demeure en nous et que Dieu nous protège tous. Merci infiniment à tous.